En fait, après les trois autres présentations de mes collègues, ça me ramène un peu à la question de la réconciliation, finalement, se situe à plusieurs niveaux. Il y a la relation politique, qui est extrêmement importante et qui fait partie de notre réalité aussi, et, avec laquelle on est appelé à composer. Et bon, j'ai référé brièvement. Robert a référé au dilemme constitutionnel là, qui fait, je veux dire, qui est aussi sujet là, à différentes interprétations, à différentes réflexions. Et quelque part, je reviens un peu à des discussions antérieures qu'on a déjà eues avec le gouvernement québécois précédent, où le gouvernement du Québec, après Charlottetown, a essayé de trouver un moment pour repasser à l'acte et finalement faire partie officiellement de la famille constitutionnelle. M. Couillard savait très bien que c'était finalement un geste qui était voué à l'échec si on n'était pas partie prenante comme Première Nation. Donc, il y a eu cette réflexion-là au niveau politique, mais en même temps, on voit souvent, les cours le font, la classe politique le fait aussi, on va souvent faire référence à cette Constitution canadienne qui est imparfaite parce que le Québec n'est pas, mais qui a quand même contribué à consolider les acquis au niveau des Premières Nations, section 35 notamment. Et mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'exercice n'est pas terminé. L'exercice n'est pas terminé parce qu'on est encore devant les tribunaux à l'échelle du pays. Donc, s'il y avait une constitution qui n'avait pas de faille ou de trou, ben, on n'aurait pas à faire ça. Et c'est là que le processus politique, à mon sens, prend tout son sens. Et ça, M. Couillard, qui n'est plus là maintenant, mais il l'a compris. Puis plusieurs autres politiciens à l'échelle du pays, d'ailleurs. Donc, pour moi, ben, ça aussi, ça fait partie des conditions à la réconciliation. Ça, c'est la partie peut-être plus politique. La partie plus institutionnelle, ben, je pense que tout le monde ici, nous en avant, vous tous dans la salle, ben, est interpellé aussi par ça, dans le sens que comment fait-on pour garantir des bonnes bases pour la réconciliation? Et cette question-là, elle est constamment posée au niveau public. Tout le monde veut nous dire, bon, OK, c'est injuste, on veut faire en sorte que ce soit juste, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je pense que tout le monde est appelé à contribution. Encore une fois, la CVR l'a référé ça, que c'est un rôle pour tous et toutes de faciliter les conditions idéales pour une réconciliation durable. L'autre aspect, là, et ça c'est sans doute la plus importante et sans doute conditionnelle à tout le reste, et conditionne tout le reste, c'est-à-dire, c'est vraiment ce que je disais plus tôt, puis sur quoi je veux peut-être davantage élaborer, c'est la réconciliation sociétale. Et pour nous, ben, je pense que tout le monde en a à peu près parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle de deux sociétés non autochtones et autochtones, on parle de deux origines différentes. Notre point de départ n'est pas le même. Et c'est là qu'il faut trouver vraiment les bons couloirs pour faire en sorte que l'engagement soit réel. Ce qui ne change pas, c'est que je pense que autant chez nous que chez vous, en tout cas j'espère que c'est le cas, on a tous des idéaux qu'on veut atteindre comme société, comme grands-parents, comme parents, comme famille, comme communauté. Et pour moi, bon, ceci étant dit, ben, il faut aussi savoir qu'on a des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il faut les accepter telles qu'elles se présentent à nous.
et de trouver vraiment les bons outils là, pour pouvoir s'y attaquer. Mes collègues ont parlé de décolonisation, on en parle souvent, peut-être pas assez souvent, mais on ne parle sûrement pas assez souvent qui doit assurer son succès. C'est nous-mêmes, comme peuple autochtone. Seulement les peuples qui ont été colonisés peuvent se décoloniser. Et ça, c'est pas pour excuser les gouvernements qui sont autour de nous. Je veux dire, de temps à autre, on a à commenter ou critiquer la démarche du présent gouvernement fédéral. Plus souvent, on a critiqué la démarche du gouvernement québécois actuel, celui de M. Legault, parce qu'on a constamment le souci de le rappeler à l'ordre, parce qu'on est complètement à l'ordre du radar. Donc, ça, c'est, je veux dire, ça fait partie de la réalité, mais en même temps, je pense que la condition essentielle, là, qui est incontournable à mes yeux, c'est ce qu'on fait à notre niveau, au niveau de nos propres communautés. Et ça fait également partie de la réalité. Et ça, ben, c'est là que je vois notre rôle à nous, autant nos quatre ici en avant que finalement ceux qui sont dans l'ombre, au niveau de nos communautés, jeunes femmes, jeunes hommes, aînés, plus jeunes, la responsabilité finalement d'entretenir un peu ce que j'appellerais peut-être la valeur qui a été trop souvent effritée dans notre histoire, l'estime de soi, l'enthousiasme de vraiment contribuer à la reconstruction de nos nations. Parce que c'est une chose de dire, et ça c'est facile, mais le faire c'est autre chose. C'est là qu'on est confronté à des obstacles importants. Je ne le dis pas avec défaitisme ou pessimisme, c'est la réalité qui malheureusement s'exprime comme telle. Et c'est pour ça que je vais terminer là-dessus, c'est pour ça que j'avançais un peu sur peut-être un terrain qui est je ne sais pas, peut-être encore trop vierge aujourd'hui, de peut-être la création d'un mouvement politique qui soit vraiment essentiellement autochtone, parce que ça s'est déjà discuté, et peut-être qu'en dépit malgré les avancements là, dans l'état actuel des choses, Robert en parlait un peu plus tôt, je pense qu'il y en a plusieurs qui diront que c'était quand même relativement facile de faire mieux que Harper. Et ça, peut-être qu'on n'en est pas assez conscient, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité dont on parle, dont je parle, elle est immédiate, elle est urgente. Et c'est ça qui me fait peur. C'est qu'on risque, parce qu'on a beaucoup de jeunes, et je ne dis pas parce que je ne leur fais pas confiance, il y a beaucoup de capacités au niveau de notre jeunesse, mais c'est qu'il y a des situations là, qui risquent d'hypothéquer quand même une bonne partie de cette génération-là. Et ça, c'est mon rôle à moi. Malheureusement, c'est pas mon rôle à moi uniquement. C'est le rôle de plusieurs personnes. Et c'est là que peut-être ceux qui me connaissent diraient, bon, il s'en va où avec ça, là, par rapport à un parti politique autochtone qui étant moi-même, je veux dire, fondamentalement, instinctivement nationaliste, là, pour ma nation à moi comme Innu. Mais en même temps, je me dis, écoutez, on s'est aventuré sur ce terrain-là. Et peut-être il y a une façon de faire qui pourrait peut-être redonner encore plus d'énergie à notre démarche. Et je reviens à la question de la décolonisation. C'est une chose qui nous appartient aussi, pas seulement vous, comme société, mais pour vos institutions. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait sans doute... il y a à peu près 2 semaines, j'ai rencontré, je ne me souviens pas de son nom, monsieur, donnez-moi 2 secondes, là, parce que c'est important. Là. Il m'a fait une proposition là, que je trouve vraiment, pas déplacée, mais quand même hors de ce monde. Boudou Boissel, est-ce que vous connaissez? Oui, Boudou Boissel, que j'ai rencontré parce qu'il y avait une cérémonie pour l'Ordre de Montréal il y a 2 semaines. On avait quelqu'un de
notre nation là, qui était reconnue comme l'année passée, comme l'année d'avant. Puis Doudou Boissel, dont j'ai fait la connaissance, puis on a jasé un peu, puis on s'échange depuis ce temps-là, puis il dit Ghislain, j'ai toujours rêvé qu'on puisse faire un parti politique, les Noirs, la communauté noire et les Premières Nations. Ah, j'ai dit, ben, pourquoi pas. Et je pense que quelque part, ben, c'est de ne pas se limiter aux possibilités, parce que, en bout de ligne, là, au bout du tunnel, là, je veux dire, la lumière sera là si on la crée. Et je pense que c'est ça là, qui moi, m'anime dans ma démarche, parce que je dis souvent, puis j'aime le répéter, parce que c'est important, là, je ne suis pas un chef des chefs. J'ai une belle diversité, 43 communautés, 43 chefs, 10 nations. Et c'est avec ça que moi, je suis appelé à composer. C'est ça mon quotidien. Et en même temps, ben, j'essaie de m'éloigner du statu quo, parce qu'on en a souvent trop longtemps. Et pour moi, ben, ça aussi, c'est quelque chose qui nous appartient. Si on reste stagnant, là, je veux dire, il n'y a personne autour de nous qui va bouger pour nous. Fait que moi, je pense que c'est ça, là, à la lumière de ce que j'ai entendu, là, je pense que c'est de faire en sorte que tout le monde garde le cap sur une démarche qui s'avère quand même ardueuse, là, encore une fois, sans être trop pessimiste. Mais les conditions, là, c'est aussi à nous de la pratique des réunions. Là, présentement, Femmes autochtones du Québec est en grande lutte avec la loi S3. C'est une loi qui discrimine les femmes. Et on a approché une députée qui dit, c'est une députée, bon, c'est une députée qu'on a rencontrée, puis elle dit, c'est tellement terrible comment les députés sont tellement sexistes. Tu essaies de faire passer des réalités ou des enjeux des femmes. Je parle dans le vide. C'est pas important, c'est pas important. Puis ça va être la même chose pour la loi S3, mais là, on touche l'identité des femmes. Donc ça prouve que si on aurait une identité autochtone, là, on apporte des enjeux qui touchent vraiment l'identité autochtone, là, qu'on puisse... On parle d'éducation populaire, ben, on peut le faire, oui, avec nos gens, on le fait dans les universités, dans les écoles, mais on doit le faire aussi au palier gouvernemental. On est à chaque fois interpellé pour des consultations. Je suis allée au Sénat pour parler du réseau des maisons d'hébergement en violence sur les Premières Nations. J'étais vraiment... J'aurais pu tomber de la chaise, hein, quand ils n'ont aucune connaissance sur les réalités des peuples autochtones. Une personne qui me dit, mais pourquoi la femme elle reste chez eux? Pourquoi elle ne part pas de là? Mais pourquoi elle vit encore avec son... Je dis, my God, t'as vécu dans une ambiance dorée, puis tu ne peux pas connaître, puis tu es élu, comment tu vas faire pour aider le peuple? Le peuple en général, c'est autant les Canadiens que les Premières Nations. Donc c'est ça, juste pour montrer qu'il y a encore beaucoup de travail d'éducation. Voilà. Ben, merci beaucoup pour tout le monde pour écouter. Je laisse avec une petite histoire. Dans mon circonscription à moi, il y a plusieurs Ménonites et plusieurs d'entre eux sont très pris par le mot réconciliation. Et qu'est-ce que ça va dire? Alors, ils ont passé beaucoup de temps et efforts et même d'argent pour avancer cette cause, même de redonner des terres à certaines communautés autochtones dans l'Ouest. Parce que quand les Ménonites ils ont sorti de la Russie en 1920 et 1890 ou 80, dans ces années-là, au début de la Confédération, ils ont été donnés des terres. Ils ne savaient pas que c'était des terres des peuples autochtones, qui étaient des fois même forcés de relocalisation envers un autre lieu qui était moins productif. Alors ces Ménonites-là sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent faire en sorte que la réconciliation, c'est pas simplement de venir se parler, mais vraiment de dire, bon, on a profité, maintenant on doit redonner. Qu'est-ce qui a été pris d'une mauvaise façon?
Également, c'est Mennonite, Hope Church ou Winnipeg Center, Mennonite Church, Église. Il a aussi fait des campagnes auprès des députés avec des cartes postales, disant votez pour cette loi parce que ça va aider les peuples autochtones. Et il consulte beaucoup avec les peuples autochtones. Il ne fait pas ça tout seul, disant c'est ça qu'on devrait faire pour le peuple autochtone. Ils disent on va avoir une discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous appuyer? Pas simplement vous guider, mais vous appuyer parce que c'est vous autres responsables pour nous dire qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui. Alors, c'est un bel exemple d'une communauté extrêmement religieuse qui prend des mesures un peu différentes, qui peut être fait même par les Québécois ou d'autres Franco-Canadiens français à travers le pays. Et juste que la place, Viviane, tu parlais du sujet de l'éducation. À l'Université de Winnipeg, chaque étudiant qui gradue de l'Université de Winnipeg doit prendre un cours au sujet des peuples autochtones. Peu importe c'est quoi, il doit prendre un cours pour prendre connaissance de leurs concitoyens. Et c'est de vraie réconciliation. Et le Québec, vous pouvez faire ça aussi. On m'avait déjà posé la question dans une entrevue à Radio-Canada. Écoutez, Mme Michel, lorsqu'il y a les nouveaux arrivants, là, les immigrants, il dit pensez-vous qu'on devrait mettre plus de questions sur la réalité des peuples autochtones ou les enjeux? J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas avec les Québécois? Pourquoi commencer avec les nouveaux arrivants? Donc, voilà.